bien la première fois que j'ai pas assez de chaises. Merci à tous en tout cas. Ce dont je vais parler ici, je laisserai des questions-réponses. C'est au-delà du thème de boussole intérieure, c'est que tout se vit dans l'instant, qu'il n'y a qu'une seule et unique réalité, c'est maintenant. Que le reste, ça se raconte, ça se souvient, ça se projette, mais ça n'existe pas. Ça peut exister, mais ça se raconte, ça se projette, mais c'est pas là. Et nous tous, en tant qu'êtres vivants, eh bien, j'aime dire qu'en tant qu'être vivant, on est fait de milliards de cellules. Et ces milliards de cellules, elles ont une seule direction. C'est vivre. C'est simple, c'est clair, c'est net. Mais comme il y a des milliards de cellules qui veulent vivre, la combinaison de ce simple objectif simple fait que ça fait beaucoup de combinaisons. C'est comme en informatique, tout se résume à un 0 et un 1. Mais il y en a tellement les uns à côté des autres que ça donne des codes très compliqués et une possibilité de variation infinie. Simplement avec l'idée que ça existe pas, ça existe, ça existe pas, ça existe, ça existe pas. Rien qu'à partir de cette base-là, tout est possible. Tout est infini. Et dans cette même idée que ça existe et ça n'existe pas, on a continuellement une boussole, mais quelque chose qui est simple en nous, qui nous permet de sentir constamment à l'instant si ce que l'on fait, ça nous convient ou ça ne nous convient pas. C'est ce que j'appelle la boussole intérieure qui montre deux directions, du moins qui a deux indications plutôt. Soit il y a quelque chose qui est de l'ordre du désagréable, de la contraction, soit il y a quelque chose de l'ordre d'agréable et un sentiment de spatialité ou de joie ou de waouh. Et ces deux indicateurs, c'est simplement le témoignage de est-ce qu'on est en train d'aller dans une direction qui va nous permettre de nous vivifier, de nous rendre encore plus vivants, ou est-ce qu'on est en train de rentrer dans une direction où on s'éloigne de nous-mêmes, on s'écarte du vivant que nous sommes. Si ça se contracte, si c'est désagréable, si ça fait mal, si c'est berk, c'est sûr qu'on est en train de s'éloigner de soi. On peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, toutes les justifications, tous les oui mais on est en train de sortir de notre vivant. Si par contre, c'est au minima, c'est tranquille, ou ça donne un frisson, ou carrément c'est waouh, là on est en train de faire des choix, des positionnements qui vont stimuler le vivant à l'intérieur de nous. Le vivant que nous sommes. Et toute l'idée de cette boussole qui est très très simple, finalement on passe à côté très souvent. Pourtant, tous on le sent. Mais très souvent on se raconte des histoires. Il y a un loyer à payer. Il y a oui, mais c'était bien avant. Oh, mais ça pourrait changer. Mais j'étais persuadé que c'était le bon choix. Et
Et on a raison que c'est le bon choix au moment où c'est le bon choix. Mais tant pis si le lendemain ce n'est plus le bon choix. C'est qu'il y a quelque chose qui a changé, un mouvement qui a changé, c'est tout. Et ce mouvement nous invite ailleurs. Je dis ça parce que je me suis toujours passionné. Il y a à la fois des gens qui me connaissent bien et à la fois des gens qui me découvrent. Alors je suis dans... Oh, on fait un peu de tout, hein. Un petit patchwork. J'adore. Et il y a des gens, on se connaît bien, mais pas dans cette situation-là aussi. Et donc, depuis l'âge de 15 ans, mon trip, ma passion, ça a toujours été jusque-là la démarche spirituelle. Ça m'a toujours fait waouh. J'ai jamais trop compris pourquoi au départ. J'ai même voulu des fois faire autre chose, mais c'était vert que les autres choses. Donc j'ai suivi ça. Jusqu'à arriver à un moment où je me suis rendu compte que c'était pas une démarche spirituelle. Qu'en fait, c'est simplement une soif de vraiment avoir envie de vivre et être authentique en fait. Et cette authenticité, je ne l'ai pas trouvée dans la recherche, je ne l'ai pas trouvée dans les enseignements, je ne l'ai pas trouvée dans les livres, je l'ai trouvée dans le quotidien en fait. Donc quel rapport j'ai avec mon quotidien, avec la banalité de mon quotidien? Est-ce que je continue à être attentif, d'être avec ma tranquillité, ma joie, même si ça peut faire mal sur d'autres abords, on est capable tous de faire la nuance entre un burk qui vient de nous et juste une situation qui est burk, on pourrait dire. Et bien souvent, si on n'y fait pas attention, on l'amalgame. Mais si on se pose, on se rend bien compte de la différence. Une situation qui fait beurre, ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Ce n'est qu'une façon de regarder les choses. Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'aller écouter sa tranquillité. C'est ça notre boussole. C'est respirer un coup. Et voir après cette respiration, qu'est-ce qu'on a bien envie de faire par rapport à cette occasion unique. Et plus on va dans ce respect-là, plus c'est très curieux de découvrir que la vie finalement s'adapte à nous. On nous a appris par l'éducation qu'on devait s'adapter aux autres et à la vie. Et je crois que c'était avec Cécile tout à l'heure, on discutait, il y a eu un anniversaire et elle disait pourquoi tous les enfants qui sont à la crèche, ils paraissaient plus moins achourides que ceux qui vont pas, qui sont pas dans l'institut, qui sont pas dans des institutions déjà. Et achourides, pardon, c'est moins dégourdis. Moins dégourdis, ouais. Moins dégourdis. Moins dégourdis que les enfants qui sont dans les institutions. Et tiens, bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, on va pouvoir commencer. Oh là là. Ah non, non, non. Ah non, pas Dieu. C'est la punition, c'est ça? En fait, c'est parce que depuis tout à l'heure, tout le monde est en train d'arriver. Ah, super. Et voilà, t'as juste quelques petites minutes de décalage. Génial.
ça montre automatiquement en fait cette idée que dès la plus jeune enfance, comme on doit se conformer au groupe, se conformer aux autres, ce qu'on apprend très vite, c'est surtout à se retenir, à ne pas s'écouter, à faire attention de ne pas déborder, à suivre le rang, à essayer d'être conforme. Mais c'est quand même extraordinaire, puisque je le compare aux fleurs, aux plantes. J'aime bien les fleurs. Il y en a deux qui poussent en même temps. De loin, elles paraissent identiques, mais si on s'approche, elles n'ont rien à voir. Les couleurs sont effectivement de loin un peu les mêmes, mais finalement, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y en a toujours une qui se fait un petit peu gré, qui est le repas d'un insecte. Il y en a rien aucun est identique. Si on observe sans se raconter d'histoire, il n'y a rien qui est conforme dans ce monde. Il n'y a rien qui est marche droit dans ce monde. La rectitude n'existe pas dans la nature. Et se conformer à cette idée-là, c'est automatiquement mourir. On peut avoir le corps physique debout, on peut parler, on peut avoir l'impression de penser, en vérité on est mort. Et pour moi, la seule façon de retrouver la vie, parce que c'est pas une fatalité d'être mort, c'est de prendre le temps d'une tranquillité. Et dès qu'on est dans cette tranquillité, le mouvement de vie revient. Et cette boussole, c'est ça. C'est dès qu'il y a de la tension, c'est qu'on est en train de chercher à défendre quelque chose. Si on a besoin de défendre quelque chose, c'est que cette chose n'existe pas par elle-même, ça veut dire que cette chose ne vit pas. Elle ne fait pas partie du vivant. Si nous avons besoin de défendre nos propos, c'est que nos propos, nous ne les incarnons pas. Nous ne sommes pas cela. Alors on a besoin de les défendre. Si on a besoin de défendre une posture, c'est que ce n'est pas la posture qui est la posture qui est en adéquation avec ce qu'on est vraiment. Parce qu'une posture avec laquelle on est en adéquation, automatiquement, elle transpire de partout. Il n'y a pas besoin de la défendre. Allez, prends ça dans la gueule. C'est pas... Je t'en fais. Et c'est pas grave, hein, c'est juste de l'éducation. Voilà, je regarde Jordi par exemple parce que je sais qu'il a des grandes études, mais aussi comme c'est un conteur et tout. Ce qui est bien aussi quand on est très éduqué, c'est qu'on peut encore plus voir la farce de l'éducation. Parfois, finalement, si on n'a pas bien compris que l'éducation était un bordel, allons encore plus dans cette éducation jusqu'à ce que ça devienne évident que c'est quand même une vaste farce. Que c'est quand même une incohérence exceptionnelle. Une capacité de se raconter des histoires et d'y croire. Alors, tant qu'on y croit et que c'est sympa, cool. Le problème, c'est que quand on y croit et que c'est plus sympa et qu'on ne sait pas que c'est une histoire, qu'on peut fermer le livre et le remettre dans la bibliothèque et passer à autre chose. Et c'est là où notre boussole, elle est intéressante, en fait. C'est-à-dire, s'il y a une histoire qui nous a parlé pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 minutes, qu'importe, et qu'à un moment donné, elle n'apporte que contraction, de plus en plus de mal-être, voire du beurre qui débarque. S'il y a du beurre qui débarque, ça veut dire que ça fait un petit moment déjà que la boussole donne des signaux, mais que soit on les a pas entendus, mais ça c'est pas vrai, on entend toujours. Mais on cherche à le justifier, oui, mais le fameux oui, mais qui débarque. Oui, mais quand même, j'ai pas fait tout ça pour ça. Oui, mais quand même, ça voudrait dire que j'ai eu tort de ça. Oui, mais plein de choses qu'importe en fait. Ou la fatigue, tous les efforts que j'ai mis pour. Mais justement, si on est fatigué, c'est qu'on a mis des efforts sur quelque chose qui n'était pas nous, qui
qui n'est pas vivant, qui n'est pas notre vie. On est tellement singulier, on est tellement spécifique qu'on ne peut trouver dans aucune parole, dans tout ce que je raconte déjà, je fous tout à la poubelle, dans tous les livres, dans tout, à part le fait. Ah ouais, non. C'est vrai que tu dois jouer à Africa. Oui, mais on n'a pas fait tous ces kilomètres pour rien. Voilà. Là. Donc tu dis n'importe quoi, tu disais? C'est ça, exactement. C'est ça que... Mais si à un moment donné, ce n'importe quoi vient toucher quelque chose, c'est là que c'est intéressant, parce que ça veut dire que la vie est en train de se passer entre nous. Mon ami Jordi, l'autre jour, disait qu'en racontant un conte, la dernière fois, il y a une pigeon qui... C'était quoi déjà le contexte? C'était un récit de vie inuit. Je le racontais pas, mais on travaillait dessus avec les stagiaires. Et en fait, on était les Inuits ont la capacité avaient, certains doivent l'avoir encore, la capacité de raconter leur naissance et qui ils étaient avant. Puisqu'ils sont dans une réincarnation, mais qui est à l'intérieur du groupe, qui n'est pas du tout comme la réincarnation indienne liée au karma. C'est juste ils choisissent de revenir dans la famille qu'ils ont envie. Enfin, voilà. Et donc du coup, on était en train de travailler là-dessus, et donc il y avait le moment où la personne racontait sa naissance, elle sortait de l'igloo, puisque pour eux l'utérus c'est l'igloo, donc elle sortait de l'igloo, et à ce moment-là, il y a un pigeon qui est sorti de la cheminée, et qui a tracé direct cheminée, fenêtre, il s'est barré comme ça. Dans la salle, Et dans la coup, salle. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est fait, la naissance c'est fait. Donc, Oui. donc ça c'est très marrant. Très drôle. Et là oui, quand c'est vivant, ça sera Je vais y arriver. Je parle de ça parce que justement, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que quand on est en train de transmettre quelque chose qui nous touche, en fait, qu'importe ce qu'on est en train de raconter, parce qu'on est dans notre vivant et que ça nous fait vibrer, toute la vie participe à ça. Et tout vient illustrer à ça. Et tout vient soutenir ça. Et si on est dans quelque chose qui nous contracte, automatiquement, parce que ça se contracte et que la vie est généreuse, elle va nous proposer ce qu'on a choisi, la contraction. Et la contraction va se multiplier, l'incohérence va se multiplier, et on va voir de plus en plus de choses abjectes, parce que c'est ce qu'on a entre les mains et qui donc attire ce regard-là. Je dis bien ce regard-là parce que c'est vraiment cette façon de voir qui change tout. C'est tellement vrai que, par exemple, les Grecs, ils utilisaient pour le mot Dieu théos, mais aussi vision, voir. Et parce que l'autre jour, j'ai lu un article qui m'a frappé, qui disait, mais le problème avec les athées, c'est qu'en jetant Dieu, ils ont aussi jeté leur regard. Ils s'arrêtent au mur, leur vision s'arrête au mur, elle n'est pas capable de traverser le mur. Mais on est tous nés avec cette capacité de traverser le mur parce qu'en fait, nous ne sommes pas ce mur, nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes rien de tout ça. Pascal, l'autre jour, disait, je vais citer que des gens d'ici, tiens. Pascal disait l'autre jour, mais oui, parce qu'elle, Cécile, elle fait quand même, pour t'annoncer aucune surprise, tu le sais tout à l'avance. Elle dit, mais je sais pas, c'est dans l'air, je le sens. Mais c'est ça, mais c'est extrêmement instinctif, c'est très animal. Il n'y a rien d'extraterrestre là-dedans. C'est la nature même, c'est de quoi on est constitué. Quand on inspire, tout est déjà informé en fait. Mais comme on passe son temps à chercher à définir ce que nous sommes et à essayer d'entretenir ce que nous sommes, nous utilisons 90% de notre énergie à un truc qui sert à rien parce que déjà pour naître, c'est pas moi qui me suis fait naître, c'est mon père et ma mère qui se sont reproduits et puis des cellules se sont multipliées. On peut prendre une théorie, une histoire
qui dit que j'aurais une âme qui s'incarne et tout, peut-être. Mais de ça, je ne connais que les histoires. Par contre, ce que je peux observer, c'est que la vie n'a pas besoin d'histoire pour se produire. La nature n'a pas besoin qu'on lui raconte. La fleur, les fleurs, même si j'oublie de les arroser, elles finissent par quand même pousser. Et j'ai pas besoin de leur dire tous les jours, hé, faut que vous poussiez. Allez, t'es belle, ma petite, tu vas pousser. Non, elle va pousser. Non, mais si tu le fais, elle sera plus belle, elle ne va plus. Parce que je lui raconte une histoire, parce que mon amour, mon attente lui fait un partage de vie. C'est justement très intéressant, c'est qu'on confond la force de l'histoire et le souffle que l'on met là-dedans. C'est ce souffle-là qui est très tranquille, qui est très calme. Donc la seule moyen d'être connecté très facilement à ça, c'est juste d'être tranquille. Osho, c'est un maître indien, il disait, à une question où on lui disait oui, mais si on ne sait pas ce qu'est le vrai silence, comment on va faire? L'intérêt avec le silence, c'est qu'entre l'idée du silence qu'on se fait et le vrai silence, il y a tellement peu de différence que déjà de se faire le silence qu'on croit, eh ben, ça nous rapproche de ce silence, de cette tranquillité en fait. Cette tranquillité avec laquelle la vie se promouvoit. On regarde la dernière fois en stage en PMA, on parlait de l'activité du travail, et je disais mais on est constitué pour pas travailler tant que ça en fait. Si on regarde la nature, qui regarde des documentaires, souvent, alors tous les jeunes ont dit oh mais les documentaires j'en regarde pas, c'est ennuyant. Pourquoi c'est ennuyant? Parce qu'on a l'impression qu'il se passe rien. Mais oui, le lion il se lève une fois dans la journée pour aller chasser, et puis il va se recoucher. Mais en fait, si on regarde, c'est quasiment tous les êtres vivants qui font qui sont à un rythme assez cool. Même quand on voit un colibri, les ailes comme ça, on a l'impression, mais si on regarde tout le reste du corps, il est très cool. Il n'y a que les ailes qui sont là, et le cœur, mais sinon. Mais nous autres humains, un jour, on s'est mis à se raconter des histoires, à y croire. Et le problème, c'est que quand on a compris que ça ne va pas, au lieu de lâcher l'histoire, on se raconte une nouvelle histoire en pensant que ça va casser la première histoire. Donc on se fait des couches. Si ces histoires étaient sur des livres, et qu'à chaque fois on posait le livre sur la tête, vous imaginez le nombre d'arbres que vous auriez, de troncs d'arbres que vous auriez sur la tête. Et c'est pour ça qu'on se sent écrasé tout le temps. Parce qu'on a l'Amazonie sur la tête. Les Indiens disent que l'homme est né d'un rêve de dauphin. Donc c'est la faute au dauphin qui rêve trop. Ce qui est important, c'est que quand on est avec cette boussole, on est toujours en train de rêver. Mais plus on va écouter cette tranquillité, plus on va développer son propre rêve. Et on va cesser d'emprunter le rêve collectif. On va commencer à générer du rêve dans le rêve collectif. Mais tant qu'on cherche à paraître, et même pas paraître, c'est tant qu'il y a encore cette idée qu'il y a quelque chose à défendre, eh bien, c'est le rêve collectif qui nous entretient. Il se trouve que ça fait pas mal de temps qu'il y a beaucoup de gens qui en ont plein leur cul du rêve collectif. Et si c'est votre cas, il est temps de développer son propre rêve, en fait. C'est vraiment ça, hein? C'est bon, hein? Au point où on allait, on ne devrait pas être assis. On peut demander à la place, tu vois. Mais justement, oui, parce que bien sûr qu'il est important de passer à l'action. Mais d'abord, il faut sortir de cette agitation, donc se poser, s'asseoir, oui. Puis si on en a plein le cul, c'est-à-dire qu'on est plein, qu'il y a beaucoup de merde, ça va être l'occasion de la sentir aussi, parce que c'est bien, sinon on va encore s'en faire une histoire.
Parce que l'histoire de notre propre problématique n'est pas notre problématique. Notre problématique, c'est que quand elle nous fait mal, qu'on la voit. Après, on fait ce qu'on peut avec, on survit avec comme on peut. Mais c'est celle-là qui nous montre où on en est. Et qui vient pointer là comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'as envie de quoi? Hein? T'as envie de quoi? Non, ne demande pas. Je n'ai pas obligé de répondre. Laisse-moi tranquille. Et de toute façon, qu'importe, on le voit bien, quand c'est inconfortable, c'est automatiquement toute cette chose qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes. Que ça soit inconfortable émotionnellement, c'est-à-dire qu'on se sente déprimé, ou morose, ou stressé, que ça soit inconfortable psychologiquement, qu'on fasse des cauchemars, qu'on ait nos pensées qui sont pas constructives, presque morbides, excessives, qui remplissent trop la tête, que ça soit physiquement qu'on est malade, tout simplement, qu'on tombe malade parce qu'il y a quelque chose qui a du mal à être dit en fait, et qui du coup, on pourrait dire, hurle, tape des pieds, cogne, est prêt à tout renverser, juste pour remettre du vivant. S'il y a des partages, des questions, des quelque chose, c'est avec grand plaisir. Pourquoi? Non, je rigole. On peut recommencer, ça commence le film. Ce dont je me rends compte en ce moment, c'est qu'il y a aussi une fâcheuse tendance à avoir un avis sur les choses, à devoir nommer les choses, à analyser, à comprendre, à chercher quelque chose, tu sais. J'ai passé plusieurs jours cette semaine, en fait. Ça m'a demandé, c'était pas un effort, c'était juste une intention le matin, en me disant, aujourd'hui j'ai d'avis sur rien. J'ai pas d'avis sur les gens, sur les choses, les événements, les situations, les histoires, les pas d'histoire. J'ai d'avis sur rien du tout. C'était magique. Et ça va très vite. Ça va très très vite. Parce que dans les discussions qu'on a, on ne peut pas s'empêcher de dire ouais, le truc, le machin. C'est très fatigant en fait, ça. Ce truc qui est tout le temps en train de vouloir. Tout est dans des cases en fait. Oui, c'est ça. On a 12 000 pensées par jour. Et il faut compter ces 12 000 pensées par d'autres choses. Pas comme explique, par une vibration qui nous apporte. C'est juste qui nous apporte. Il y a quelque chose qui peut absorber en fait. Cette vibration, elle permet d'absorber tout ça. Ça vit encore. Il y a les pensées, il y a tout ça, mais ça fait. C'est comme si ça revient. Il y a ce qui crée la pensée, et la pensée, là où elle revient là où ça a été créé. Et le truc, il n'y croit plus. C'est juste une espèce de source comme ça. Ok, il y a des pensées dedans, mais ça tourne et ça fait sa vie de pensée. Hein. Ça n'a pas de ça ne prend pas de consistance dans le réel, dans le vivant. Ce qui est sûr dans le vivant, c'est que dans la vie, c'est tout le temps en mutation. Depuis qu'on a commencé, déjà dans le corps, il y a de nombreuses cellules il y a des cellules qui sont déjà mortes, apparues. C'est tout le temps en fourmillement au niveau des pensées, n'en parle pas, des émotions. Donc il n'y a rien à stopper ni à arrêter. Parce que ça ne vient pas de nous et ça n'ira pas vers nous. Simplement, au milieu de ça, on croit qu'on est responsable de quoi que ce soit là-dedans. C'est-à-dire, on croit qu'on a le contrôle de quoi que ce soit là-dessus. L'invitation d'en revenir au calme, c'est pas de cesser les pensées, ni de les contrer. Ça peut être la zumba au niveau des pensées dans la tête, et pourtant trouver un espace de quiétude qui ne s'oppose pas en fait à ça. Et si on rencontre cet espace de quiétude, on peut s'apercevoir
qu'on n'est pas alors que nos pensées. Et donc, on commence à lâcher prise là-dessus, en fait. Et que peu importe qu'on ait un avis ou pas un avis, c'est pas bien important. Et quand on fait l'expérience de ne pas avoir un avis, c'est agréable. Quand on fait l'expérience de voir qu'on a des avis sur tout, ça peut aussi être agréable à partir de cet espace. Mais le truc, c'est que on pense et on pense que, c'est-à-dire on se raconte, il y a une histoire qui se raconte et on pense qu'en démarrant de notre histoire, on va conclure l'histoire. Et du coup, il y a un éternel conflit intérieur. Il y a la mauvaise pensée et la bonne pensée qui viennent se cultiver. Et c'est pour ça que dans ce que tu proposes, de suite, ce qui me vient, c'est dans les tournants de la pensée positive, il y a la pensée, d'accord, qui n'est pas constructive, la pensée positive, et puis il y a la possibilité de ne pas se donner d'avis, en fait. De laisser pisser ça. Ça va. Et puis, de commencer à sentir ce dont on a vraiment envie. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Ouais, parce que là, je trouve le juste mouvement, le rythme du corps, finalement, dans cet espace-là, le corps, il fait son chemin. Il va là où c'est bon. Et c'est tellement unique que l'autre jour, je suis allé à un atelier de Claude Rivioti, et sur le pardon, et à un moment donné, il faut écouter le cœur de tout le monde. Moi, j'avais jamais fait ce genre d'exercice. Il n'y a pas un seul cœur qui a le même rythme. Pas un seul cœur qui bat de la même manière. C'est normal. Et oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Ben alors, on me l'aurait dit à l'avance, je suis sûr que j'aurais sorti le truc, bah oui, mais de le vivre, de l'entendre, en fait, ça a fait quelque chose. C'est que j'ai senti toute mon attention se diriger différemment sur mon rythme cardiaque. Quand il n'y a plus aucune recherche d'être comme, ben on peut commencer à être soi. Mais pour ça, et à chaque fois qu'on cherche à être comme, dégustons-le jusqu'à qu'on en soit gardé finalement. C'est la méthode la plus rapide pour cesser d'avoir faim, mangeons. Hein. Et c'est quand même la méthode la plus directe. Je dis ça parce qu'un jour, il y avait un propos, un Sud-Africain qui disait « Nous font chier ces Blancs qui viennent avec leur grand discours où il faudrait jeûner alors qu'on crève de faim depuis des années. » Et je trouvais ça assez rigolo, mais c'est vrai. Des fois, on se dit « Ouais, mais comment je vais faire avec mes pensées ?» Ben, pense 2 fois plus. Et ça va tellement te saouler que ça va s'arrêter tout seul, en fait. Ça c'est la mécanique, elle va faire... À un moment donné, c'est trop, c'est comme un moteur, mettez tout le plancher, à un moment donné, le moteur, il lâche, quoi. Si ça ne veut pas ralentir, accélérer, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ça marche. Ah, il a testé. Ouais. Testé, approuvé. C'est tout ça, allant jusqu'au bout du truc, et puis à la fin, ça s'en va, quoi. Je crois qu'on s'est foutu de notre gueule quand on nous a fait croire que je pense donc je suis. Ah ça. Parce que l'être n'est pas la pensée. Et j'ai découvert un petit exercice, quelque chose de super simple qu'on peut tous faire. Vraiment, imaginez que vous êtes un chat. Et que vos pensées, c'est la souris qui va sortir du trou qui est dans le mur. Donc je vous invite à faire ça pendant 10 secondes. On ferme les yeux. Vous imaginez avec le chat à l'affût de la première pensée qui va venir. Le chat, c'est vous en fait. Et la pensée, c'est la chose qui va sortir du trou. Ben, je vous invite à le faire et après qu'on en discute, parce que quand on fait ça, en général, il n'y a plus de pensée. Parce que la souris a la peur en fait. Parce que l'être devient tellement présent. Si vous voulez, on peut le faire. Franchement, ferme les yeux, imaginez que vous être un chat et que vos pensées, c'est une souris qui va sortir du trou. Donc, on peut en parler après. Allez. Qui va jouer? Je vous invite donc à fermer les yeux quelques instants.
et d'être les meilleurs observateurs du monde de vos pensées. Si vous pensez beaucoup, observez encore plus. Ça y est, il a croqué. C'est marrant. Qu'est-ce qu'elle fait? Si vous êtes en train de vraiment observer vos pensées, voir vos pensées, puisque vous êtes trop à l'affût, commencez à savourer ce qui se passe. Parce que derrière tout ça, il se passe quelque chose de plus profond. Si vous sentez du calme, observez ce calme. Découvrez-le comme quelque chose de nouveau. Un partage, un témoignage. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus calme au bout de juste 3 minutes. Plus posé, beaucoup plus ancré. Là où mon postérieur touche la terre, je la sens mieux. L'air qui touche ma peau, je le sens mieux parce que je ressens. J'entends plus les oiseaux que tout à l'heure, j'entends mieux la rivière. C'est passé plein de choses. C'est parce qu'il arrête de parler. Aussi le fait d'avoir de fixer sur quelque chose, d'avoir un objectif, on passe à côté on fixe dessus et on zappe ce qui est autour. Par exemple, moi j'imaginais la porte avec la souris qui doit sortir, et elle sort pas, donc t'attends. Du coup, tu regardes la porte, et tu dis tiens, elle est ronde comme ça. Qu'est-ce qu'elle fout cette souris? Voilà, super vite. Non, mais putain de ouais. Bah, où? C'est l'oiseau qui fait long. Tu vois, C'est le chat qui m'a pensé. Là, tu perds ton instinct animal. Tu peux dire. Parce que dans l'instinct animal, l'attente, c'est justement le bruit du pas de la souris ou des mouvements, ne serait-ce que des mouvements de ses mandibules, c'est entendu. Dès que tu vas t'appuyer ça, tu sais que la souris est là, même derrière la porte. L'odorat, si tu la vois pas, à travers le mur, tu la vois. Parce que tu es un prédateur, tu es un animal. Laisse partir ton instinct. Laisse agir ton instinct. Et la souris, tu vas la voir, elle est là. Tu ne peux pas te tromper. Elle est toujours là. Là où toi, tu sais qu'elle est. En tout cas, Merci. dans ton témoignage, c'est que j'avais oublié la consigne
le chat, la souris, tout ça. Et ce qui est intéressant quand on fait ce type d'exercice, ou qu'importe celui-là ou d'autres, c'est que tant qu'on va chercher à le réussir, on passe encore à côté de quelque chose. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de jouer le jeu jusqu'au bout. Hein. Ce qui est inintéressant, c'est de vouloir à tout prix gagner la partie du jeu. Parce qu'on passe à côté du plaisir de la partie du jeu. Et c'est ça que j'ai envie de pointer du doigt, c'est oui. Oui, elle est tombée. On va changer tout à l'heure. Il y a même un orage. Donc ce que je veux dire, c'est que quelle que soit la technique ou le moyen que vous utilisez, que vous commencez à pouvoir sentir cet espace de calme, essayez de découvrir cet espace de calme. Beaucoup plus, de l'approfondir beaucoup plus. Parce que cet espace de calme, c'est pas nous qui sommes calmes, c'est autre chose. C'est pas qu'il y a quelque chose de calme. C'est que notre conscience s'ouvre sur autre chose en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'importe la technique, suivre ses respirations, faire le chat, le chant des voyelles, la méditation, les techniques thérapeutiques, parler beaucoup dans son esprit jusqu'à ce que ça s'éteigne. Qu'importe la technique, dès qu'il y a cet espace de silence ou de calme, on n'est pas arrivé, on vient de démarrer quelque chose. Et là, on est en train de commencer à se faire happer par la vie. Parce que nos cellules fonctionnent silencieusement. Quelque chose aussi dans ce genre d'exercice, c'est qu'à mon avis, il faut toujours sortir du cadre. La vie, elle n'est pas dans un précaré, elle n'est pas dans un cadre, elle est à l'extérieur. Donc dès qu'on nous propose quelque chose qu'on ressent qui peut nous enfermer, c'est important de sortir du cadre. Je trouvais, moi personnellement, la souris, elle est sortie, elle a pris le chat, elle a fait valser, ils se sont marrés, c'est comme ça que j'ai. Et après, du coup, voilà, parce que je ne me voyais pas attendre. Je vois pas. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est que je supporte. À l'heure actuelle, je supporte plus aucun cadre. En fait. J'en ai essayé plusieurs. Je fais de la méditation, des trucs, des machins. Mais au final, c'est à chaque fois un moyen. Parce qu'en plus, quand tu parlais d'éducation, on nous a appris à respecter des cadres. Et donc, du coup, quand on se met des fois dans une technique ou dans une pratique, on va souvent l'appliquer comme un cadre, alors que ce n'est pas. C'est justement pour nous apprendre à sortir. Donc si on s'enferme alors qu'il faut sortir. C'est pour ça que le cadre, c'est bien qu'il soit là finalement. Ça dépend où on en est. Chacun individuel. On donne du pouvoir à une technique. Dans le sens de. Pour certaines personnes, le cadre va amener à la liberté, justement. Le fait de défier le cadre va amener, pour d'autres, ça va être d'une autre façon. Ah oui, au bout d'un moment, c'est parce que tout est parfait, quoi. Tout est parfait, tout est parfaitement parfait. Au bout d'un moment, il n'y a plus de. C'est plus une barrière. Non. Là où j'ai pas vécu comme une barrière, je me suis amusé avec. C'est pas tout à fait la même chose. Au début, on défie, on transgresse, mais après, on s'amuse. C'est pas pareil. Quand on s'amuse, c'est plus de la transgression. Absolument, c'est de la création. Ouais. C'est pas des histoires qu'on se raconte, toi. Il faut bien qu'on utilise des histoires pour se comprendre, mais c'est vrai que c'est pour ça que ça dépend de chaque individu, de ce qu'il vit.
toute pratique, de toute façon, c'est donner de pouvoir à quelque chose pour après découvrir que finalement, au final, on utilise du yoga, du massage, des techniques, machin, pour en fait se retrouver notre propre pouvoir. C'est pour ça on donne du pouvoir à une histoire qui s'appelle méditation, yoga, vipassana, jeûne, alimentation saine, et je ne sais quelle histoire, mais qu'importe. Et tant qu'il y a besoin de projeter son pouvoir sur ça, ok. Mais attention, c'est que elle n'existe cette histoire que parce qu'on lui donne ce pouvoir. C'est tout. Et c'est là où je peux entendre que, à un moment donné, quelqu'un qui a respecté des codes puisse dire, maintenant j'en ai assez des codes. Et d'autres qui n'ont pas respecté des codes et qui vont avoir besoin de codes, peu importe en fait. Ça encore, tout ça, c'est donner beaucoup de pouvoir à la forme. On peut donner, moi j'aime bien méditer en tailleur. Ok, parce que j'aime bien. Mais je peux aussi mettre en état de méditation autre chose qu'en tailleur. Mais tant que je croyais que l'état de méditation était en tailleur, je n'étais en état de méditation qu'en tailleur. Et oui. Et puis, à un moment donné, j'étais content. J'étais en état de méditation en tailleur et pas en tailleur. Et je croyais que quand je n'étais pas en état de méditation, c'était pas bien. Donc j'avais encore donné du pouvoir à quelque chose que j'avais figé encore. Quand ma fille, alors bienvenue Gaïa, a débarqué, à ne pas dormir, à crier, à papa, à avoir un niveau sonore très haut, ça a permis de revisiter est-ce que je lâche l'affaire et bon, je reprendrai toutes ces considérations quand elle aura son appartement, son métier, ou est-ce que je lâche pas l'affaire, mais je rentre dans ce mouvement en fait. Je laisse ce mouvement me modifier aussi, me faire découvrir de nouvelles choses. Je méditais beaucoup, j'ai pris un instant pour méditer. Chouette! J'ai découvert qu'on pouvait avoir 10 mois de nuits extrêmement saccadées, avoir tous mes repères de méditation et de zen attitude explosés, et pourtant dépasser mes limites bien plus loin et me découvrir bien plus en 10 mois que dans toutes les techniques que j'avais avant ça, quoi. Et chouette, quoi. Je repense à tout à l'heure où elle criait et quand Lucie a fait la remarque, je me suis dit, mais vraiment, nous, ça y est, c'est le cri. Il y a des fois où je dis Gaïa quand j'ai la migraine ou quoi, mais ça fait partie de la vie, quoi. La seule fois qu'on a voulu aller en Inde pour découvrir les Indiens, entre les tchou-tchou et les machins, nuit et jour, même dans les ashrams, on entendait tout le temps du bruit, des trucs, des bidus. Je dis, bon, vraiment, la tranquillité, c'est qu'à l'intérieur de nous, hein, il y a plus de tranquillité à être à Paris qu'à être à Bénarès. Hein. Même si c'est un haut lieu de sainteté. Donc, cette tranquillité, merci Gaïa, parce que en cassant tous les repères de rythme arrivés, ça m'a permis d'aller trouver des ressources ailleurs qu'à l'extérieur finalement. Et c'est cette proposition, je reviens sur le titre de la boussole intérieure, c'est le calme ne dépend pas du calme extérieur, c'est vraiment d'aller voir si ce qu'on est en train de vivre, si ça ne conduit pas vers le calme, comment revenir à son calme. Il n'y a rien à changer dans la forme extérieure. Peut-être que des fois il y a des trucs à changer, comme
John Perman. Tout le monde connaît John ici. Est-ce qu'il y en a qui connaissent John? Non. Avec John, bon, ben, c'est quelqu'un qui était là et qui est parti, qui est belge et qui est reparti en Belgique et qui faisait des soins et tout. Et au moment où on s'est dit qu'on ferait des trucs ensemble, il est parti. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a rencontré Armel Six en même temps et ça nous a fait le même choc. Et il fait des rencontres, des retraites là-bas en Belgique. Et là, il est parti, il a tout explosé et parti. Finalement, toute sa famille le suit et ils font une caravane autour du monde pendant 3 ans. Mais, en fait, l'élan à l'intérieur de lui, c'était pas d'adapter son idéal, c'est que ce qui se passait en lui était tellement fort qu'il s'est dit, je me bats, tant pis si ma famille ne me suit pas. Et puis finalement, ça s'est convergé, ça a enthousiasmé tout le monde. Mais on n'est pas obligé de ça. Moi j'avais lu un livre, je ne sais même plus le nom, mais d'un gars qui s'est éveillé, c'est-à-dire qui s'est ouvert à cette liberté d'être en prison, hein, et qui a effacé sa vie à tenter de s'évader tellement, il avait tellement réussi d'évasion qu'on l'avait mis dans une prison capitonnée, je veux dire, petite cellule, je ne sais pas comment ça s'appelle, il ne pouvait plus bouger, c'est là qu'il a découvert la vraie liberté. Donc qu'importe l'histoire par laquelle nous on passe, elle est unique. Et le seul moyen d'arriver à cette liberté intérieure, c'est de s'écouter, mais de façon presque insolente par rapport au monde dit extérieur. Mais avec une discipline du meilleur élève, du meilleur disciple du monde envers soi-même. D'être à genoux devant son écoute intérieure, comme le disent les Indiens, le vrai gourou c'est le soi, et soyez à genoux devant le gourou. Donc soyons à genoux devant notre intuition, c'est-à-dire à l'écoute. Quand il y a un mais entre notre soi intérieur et la forme extérieure, c'est l'intérieur qui pique. C'est celui-là devant lequel on s'agenouille. Et c'est ça qui nous rend libres. Hein? Bah si. Ça c'est le british et le big B. J'ai la bonne part. Hein. Il y a peut-être une retenue en fait dans ce que tu dis, ça me fait penser. C'est vrai que quand on s'écoute soi, il y a ces formes dans lesquelles on vit, qui nous ont bien éduqués, qui font qu'on appelle ça de l'égoïsme. En fait, je vois que moi, plus je m'écoute et plus je fais ce que j'ai envie, ben, moi j'écoute ce qui se passe autour de moi et même si on arrive à être généreux et tout ce qui s'ensuit, c'est possible, je ne dis pas que c'est incompatible, mais il y a ce truc qu'on peut se dire, oh, ben là, je suis jolie, je pense qu'à moi, et en fait, oui, c'est vrai, on est égoïste, on pense qu'à soi, mais c'est pas. C'est bien. Je vais faire déjà sans avoir peur des réactions. Et quand on dit qu'il y a un mental inférieur et un mental supérieur, pourquoi il n'y aurait pas un égoïsme inférieur et un égoïsme supérieur? Moi, ça, je ne crois pas, c'est l'histoire de mental, ego. Non, mais c'est des images pour... Ah oui, mais c'est important parce que, déjà, il faut que je fasse, j'ai affaire à moi, alors si je dois subdiviser mon moi en des égos, des mentales, des corps subtils et machin, déjà que c'est compliqué avec un, si je dois en foutre une couche des corps causales et des 8e dimensions, là, je vais pas, tranquille. La vie, elle est partie. Mais par contre, sur ce que tu témoignes, eh bien, j'ai remarqué que tous ceux qui sont profondément égoïstes dans le sens centré sur l'écoute de cette boussole, c'est-à-dire de cette tranquillité, de cette vie qu'il y a en soi, aussi égoïstes qu'ils croient être, aux yeux des autres, ils semblent être plus généreux, plus à l'écoute, plus cool. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on parle d'écoute de soi, il y a une tendance à aller écouter ses souffrances. C'est plutôt, au lieu qu'on ne s'écoute pas soi, on écoute un peu plus ses histoires. Et on se trompe parce qu'on n'écoute pas ce que j'étais en train de pointer du doigt, sa boussole intérieure, qui ne fonctionne que de façon binaire. Ça fait waouh, ça fait beurre. On se raconte nos histoires. Ah oui, mais tu comprends.
ça vient de ma grand-mère, de l'aïeul, de la vie antérieure, combiné à tout ça. Et là, ouais, ça devient lourd. Là, ça fait une série de, après la série d'Amazonie sur la tête, il y a la série, on en colle une nouvelle sur l'épaule gauche et puis l'épaule droite. Ça, c'est dans le club des thérapies. Dans le club des thérapies, comme il faut guérir, il faut que ça soit malade, donc on peut trouver de la maladie. Mais comme tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte, c'est infini. Si on a besoin de passer par là, on passe par là. Mais n'oublions pas que c'est quand même notre esprit, il est généreux, notre vie est généreuse, la vie est généreuse. Si on a besoin d'histoire pour être malade, on en aura des tas. Et si on aussi, à nous de choisir l'histoire dans laquelle on a envie de jouer. Mais face à une maladie, moi je suis né mal formé avec un cœur à l'envers, qu'il a failli opérer, cobaye de la nation, avec des parents psychoses qui avaient la psychose que je meurs parce que forcément les médecins disent bon, ben c'est ça, toutes les opérations avant n'ont pas fonctionné, on en essaye une nouvelle, aucune idée si ça elle va fonctionner. Oh, ça a réussi, on va attendre maintenant si ça tient pendant les 4 prochains mois. Oh, maintenant on va attendre jusqu'à 6 ans. À 6 ans, il y a des grandes chances quand même que ça passe pas. Bon, espérons que ça passe. Et j'étais le premier né en plus. Alors quand je vois l'espèce de tension qu'il y a sur le premier né, j'imagine ce que ça a pu être pour mes parents. Mais avec tout ce bagage, j'aurais pu être sous cacheton, névrosé, psychosé et je ne sais quoi. Heureusement que la vie, j'ai à un moment donné trouvé plus d'intérêt à la vie qu'aux histoires. Parce Mathieu le bienheureux. Hein? C'est Mathieu le bienheureux. Ah, je suis content, hein. Tant mieux d'avoir eu un cœur mal formé. Ah, au début, j'avais essayé de me raconter. J'en ai trouvé des histoires. Oui, mon grand-père ceci, mais en plus, c'est que le personnage à l'intérieur du film, oui, mais c'est vrai. Parce que quand je suis allé voir, questionner les parents, ils me disaient, ah oui, c'est vrai. Alors du coup, ah ben c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire avec le vrai? Oui, mais ceux qui disent oui, c'est l'acteur de l'histoire, donc forcément il est d'accord avec lui-même. Forcément c'est vrai. C'est le scénario dans le film, je sais pas si vous allumez un film d'action et que tout d'un coup il y a Mickey qui débarque dans le film, vous n'allez pas trouver ça cohérent. Donc c'est pareil dans notre vie, si on a décidé d'être malade, il va pas y avoir quelqu'un qui va vous dire non, non, vous êtes guéri. C'est pas vrai. Ça va être, Mickey va pas débarquer dans le scénario. Hein. Si c'est un film action avec au final tout le monde est mort un peu apocalyptique, on aura ça jusqu'au bout avec le héros à la fin qui a survécu. Mais c'est le personnage qui se raconte, qui pour être quelque chose, quelqu'un se justifier. Mais ça c'est de la, c'est même pas de la connerie, c'est génial. C'est qu'une histoire. Comme par exemple, Jordi, l'autre jour, il était en tenue de conteur et il racontait des histoires. Et en plus, il racontait des histoires, c'est comment il s'appelle déjà? Nasreddin, c'est fabuleux parce que il y a tellement d'histoires sur ce gars qu'à la fin, je ne sais même plus s'il existe ou il n'existe pas parce que c'est des histoires, il y a tout et son contraire, il y a des trucs fabuleux comme des trucs ordinaires. Donc à la fin, tu sais même pas, c'est comme Jésus d'ailleurs. Le jour où j'ai voulu enquêter pendant 2 ans, j'ai essayé de comprendre. Finalement, à la fin, ce que j'ai compris, c'est que on ne pouvait pas savoir s'il avait existé ou pas. Si on décide qu'il n'a pas existé, on trouve suffisamment de preuves qu'il a existé. Et si on décide qu'il existe, on trouve suffisamment de preuves qu'il n'existe pas. Donc, bon ben merde, est-ce que cette histoire me plaît? Oui, je la garde. Elle ne me plaît pas? Je ferme le bouquin. Je sais que je ne vais plus le lire, bah, je le file à quelqu'un d'autre. C'est basta. C'est ça avec nos personnages, c'est pareil. Avec nos vies, c'est pareil. C'est ça. C'est pas important. C'est pas grave. C'est pas grave. Après, je suis le premier à, quand je suis dedans, à stresser, à être. Je regarde ma femme, on me tourne à stresser, et à me mettre en transe. Et puis quand j'en suis sorti, bon ben voilà, j'ai joué mon scénario du stressé en transe. Il faut le vivre. Hein? Il faut le vivre. Et voilà, c'est ça. Avec Cécile, on adore, on a un scénario, c'est je me stresse, elle se met en colère, je me mets en colère, on est en colère. Avant, ça durait longtemps, maintenant tout d'un coup ça fait tout.
Et puis ça s'arrête. Parce que bon, on a tellement joué l'histoire qu'on a compris que faut surtout pas la justifier, surtout pas l'expliquer. On la joue pas. Mais par contre, pour l'instant, il semblerait qu'on aime encore la jouer. Moins longtemps. Mais voilà, et ça se joue, c'est ok, c'est super. C'est pas grave. On fait des trucs comme ça. Ouais. Bah, c'est bien, franchement, c'est sympa. Dans les tours, c'est espèce de truc énorme et tout. Et voilà, on va se coucher et le lendemain matin, et il n'y a plus rien. Il n'y a aucun truc résidu. C'est l'émotion en fait. Ouais, C'est bien. Des fois, c'est bien de se fonctionner là. C'est rare. Ça fait du bien. On se rappelle après que finalement, on va bien envie de continuer l'histoire. Et oui. Ce que je veux dire dans c'est bien, c'est pas qu'on est obligé de se disputer. Voilà. Mais c'est que. C'est bien de se rendre compte que c'est un film. Ouais, et puis qu'il y a une super liberté en fait. Pas la liberté d'être ce qu'on veut, la liberté de vivre ce qui est. Et puis voilà. On est intelligent, Est-ce qu'on a fait, on est con, ben on est con. Et c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'on fait ça? Et voilà. Parce qu'être intelligent tout le temps, c'est saoulant aussi. Ça, je vais arriver. Déjà tout ça. Bah, con, moi. Ah bah oui, ça va, ça va. Mais trop con, c'est bien ça. Trop. Eh ben, voilà. C'est aussi beaucoup notre rapport à la mort ou à la souffrance qui va amener aussi toutes ces histoires, qui va les alimenter. Enfin, je m'en suis rendu compte depuis que j'étais allé voir Armelle, ici à Perpignan. Et j'avais eu cette réflexion par rapport à tout le message qu'elle passait. Et en fait, à partir du moment où on libère la peur de la mort et la peur de la souffrance, en acceptant ce qui peut se passer, en se disant, en fait, rien n'arrive pour rien, et puis la vie qu'on vit, c'est celle qu'on se crée ou que notre inconscient nous amène, mais si on en a conscience, c'est encore mieux. Donc à partir de ce moment-là, tout est parfait, et puis s'il m'arrive un truc et que ça doit m'arriver là, c'est que ça m'arrive, et puis et à ce moment-là, on le vit beaucoup mieux que si on est à se poser des questions sur ce qui pourrait se passer si je faisais ça ou si je faisais ça. Et en fait, c'est toujours j'ai remarqué que c'est très souvent, en tout cas, ce rapport à la mort, ce rapport à la souffrance, ce rapport à ce qui pourrait arriver. Si on fait ça ou si on fait ça, et quelquefois un rapport à la morale. Mais d'où vient cette morale ou cette éducation? Elle vient peut-être aussi d'un rapport à la mort certain. Il y a une façon de l'expliquer ou de la... En fait, dans ce que tu dis, c'est que dans le rapport 2, tu es en train de te raconter des histoires. La mort, c'est en avoir peur ou ne pas en avoir peur, ça ne change en rien le schmilblick. Parce que tu nais, tu vas mourir. Et quoi que tu fasses, tu peux manger bio, sain et tout, ça va bien sûr apporter une qualité de santé. Ça ne t'empêchera pas d'être mortel. Et entre ce moment où on est et ce moment où on meurt, il y a plein d'autres choses à faire très intéressantes que de s'angoisser autour d'une hypothèse que la mort va arriver, parce que de toute façon, elle est déjà là finalement. Parce que ça fait depuis qu'on a débuté ce moment ensemble, combien de cellules sont déjà mortes là? Donc, combien sont déjà nées en fait? Bon, effectivement, il y a un moment donné où il y a toutes les cellules de ce corps-là qui vont commencer à se détacher et mourir, c'est-à-dire commencer à muter, puisque dans la biologie, c'est juste un changement de forme, hein. C'est juste les particules qui se dissocient pour se recomposer ailleurs, autrement. Voilà, c'est juste un mouvement de la vie.
Mais je disais plus ça dans le sens où on a pas mal de récits, bon tu me diras que c'est encore des histoires, mais de personnes qui avaient beaucoup de mal à lâcher prise ou même à guérir, pas dans le sens où il y a de la maladie, pas dans le sens où il y a un problème particulier, mais dans le sens de vivre l'instant présent pleinement, de vivre les émotions pleinement, de vivre tout ce qui est comme c'est, et qui, au moment où elles ont été confrontées à une maladie grave ou à une expérience de mort imminente ou à des choses comme ça, se rapportent justement à ce passage-là. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la personne John, qui disait tant pis si ma famille ne suit pas, j'y vais. C'est à partir du moment où on arrive à lâcher en fait de cette peur, à dire tant pis, à la vie, à la mort d'une certaine manière. C'est-à-dire si rien ne suit derrière, mais que ma volonté elle est là, j'y vais. Et j'ai pas peur de manquer de ça, de mourir, de souffrir, de pas être toutes les peurs qu'il peut y avoir liées à ça. Et à partir du moment où on accepte ça, en général, ce qui est miraculeux, c'est que le reste suit. Et parce que justement, on est prêt à ce que ça ne suive plus. Donc on a détaché l'attente par rapport à la vie ou par rapport à... C'est intéressant ce que tu dis, mais ça crée un hic parce que ça serait presque qu'il faudrait vivre un accident ou un NDE pour se réveiller. J'exagère, j'ai pas envie de ce que tu disais. Mais ce que je veux dire, c'est que chacune de nos histoires sont tellement uniques et spécifiques qu'il n'y a pas de si, mais ça serait bien que ça faciliterait ça. Tout ça, c'est encore des choses qu'on se raconte alors que le déroulement est là, en train de se vivre maintenant. Maintenant. Et si je vis jamais une NDE, et si jamais je rencontre un maître, et si jamais j'ai un accident, et si jamais je comprends ce qui a été dit, et si jamais je sais pas quoi, oui, mais il y a tout le reste qui se propose, tout le temps. Et c'est ça qui est chouette. Et tous ces gens, s'ils sont dans la salle, je partage avec ton cœur. Mais s'ils sont quelque part dans ton esprit pour les faire revenir, laisse-les tomber. Ils n'existent pas, ces gens. Ces gens qui ont eu des NDE, les Somaliens qui meurent, ils n'existent pas s'ils sont que dans ta tête. Par contre, si effectivement ils étaient là, on partagerait, on verrait bien ce qui se passe là ensemble. Quelle parole, quel geste, quelle nourriture, qu'importe. Quelle nourriture. C'est Alexandre qui disait en rigolant, j'ai faim, mais non, j'ai pas mangé, mais j'attendrai de manger. En attendant, je vais me nourrir des paroles et du moment. Et c'est vrai que si on a vraiment envie de savoir quelque chose, que ça nous tient au cœur, allons investir dans ce domaine, mais surtout ne nous faisons pas d'idées sur ce domaine. Moi, je m'intéresse aux gens qui ont fait des NDE. S'il y a quelqu'un qui a fait une NDE et qui veut témoigner de son NDE, sinon, il va falloir que j'attende une NDE, ça va me faire chier. Même si c'est pas ce que j'ai dit, au fond derrière, il y a quand même cette idée qui est supportée. Il y a des gens comme si que, ah oui, mais eux, ils ont eu comme un coup de pouce de la vie. On a tout le temps des coups de pouce de la vie, mais peut-être qu'il était tellement sourd qu'il a fallu lui donner un grand coup de pied, boum, NDE. Allez, zou. Bon, moi, je préfère qu'on nous fasse un petit tiens vers là. Hein. Alors, je suis attentif de m'écouter pour éviter le gros boum, NDE. Tu vas commencer par ça. À ta naissance. Oui, mais après, j'en sais rien en fait, je m'en souviens pas de tout ça. Tu te souviens d'avant tes 3 ans? Oui. Qui a dit? Oh super, dis-moi. Non, je peux pas raconter. Ah, C'est trop intime. d'accord. Ah. Mais dans des moments, c'est super important parce que ouais, effectivement, on se construit un personnage, on résiste, et la vie, à un moment donné, elle étouffe et elle explose. Ça peut se traduire en une NDE,
en une dépression, ça peut se traduire en une maladie grave, ça peut se traduire en un viol, ça peut se traduire en un meurtre, mais c'est la vie qui essaye de retrouver un élan, de se remettre sur les rails de la vie, en fait, et pas de défendre une histoire, parce que ça demande une énergie incommensurable pour quelque chose de ridiculement stressant. Ça serait de prendre une ceinture et d'aller au dernier cran alors qu'on sait pertinemment qu'on n'y arrive pas. Qu'il faudrait 4 ans de régime pour y arriver, puis on va se serrer comme des fous et on va être fatigué et se faire mal. C'est ça entretenir un personnage. C'est pour ça que dès qu'on lâche un peu ses coups, de suite ses coups, c'est parce qu'on lâche cette ceinture, finalement. Et on n'a pas besoin d'un NDO. Parce que tu as dit Non, aussi. il n'y a peut-être pas forcément besoin, mais peut-être que, comme tu disais, chacun est unique et sur certaines personnes, il faut peut-être, comme tu disais, pas avoir des gros électrochocs parce qu'avant, tu t'es pas écouté, tu n'as pas vu, tu es obligé d'arriver à l'extrême limite pour d'un seul coup te dire, Oui. Et là tu apprends à t'écouter. Bien sûr. Mais c'est inutile d'anticiper ça, en fait. Oui, non, mais ça c'est clair que si tu peux l'anticiper, mieux. Dans ce que tu as dit aussi, tu as dit, tu te mettais, tu parlais de John que je connais pas, mais tu disais, j'ai pas, vous l'avez dû se dire, j'ai pas peur de perdre ma famille. En fait, si, c'est la peur qui permet l'expérience de la peur et du pas peur. En fait, c'est d'avoir les émotions dans toute leur ambivalence. Ouais, c'est parce que je n'ai plus peur. Enfin, Et si, justement, je pense que la peur, voilà, ça se traverse, c'est pas j'ai plus peur, c'est j'ai peur, mais ça n'a pas de valeur. Et c'est pas pareil. Parce que la peur, c'est une émotion, il y a plein d'émotions, quoi. Et c'est pas j'ai plus d'émotions, c'est j'ai des émotions, mais ça compte pas. Je peux m'amuser avec, quoi, je peux jouer avec ça. J'ai peur, mais j'ai peur. Bon, c'est basique, mais Astérix et Normand, c'est ça, quoi. Astérix et le Normand, c'est une histoire où les Vikings arrivent en Gaule parce qu'ils veulent découvrir la peur, parce qu'on leur a dit que si on avait peur, on était plus fort. Et à la fin, effectivement, ils sont plus forts parce qu'ils ont découvert qu'on pouvait avoir peur, mais qu'on n'était pas obligé d'être emprisonné par la peur. Voilà. Donc je vous encourage à lire Astérix et Normand. C'est vrai que là, on soulève une autre chose qui est important, c'est que la colère, la peur et tous ces phénomènes que l'on étiquette comme désagréables, donc négatifs, si la Bible les propose, c'est qu'elles ont quelque chose d'intéressant à vivre et à faire vivre. Moi, heureusement que j'ai eu de la colère pour sortir après 17 ans d'avoir suivi le même enseignement, le même maître. Il a fallu une sacrée dose de colère pour que je fasse ma crise d'adolescence spirituelle, vous pouvez dire, pour me dire que cet enseignement et ces personnes qui m'avaient tant apporté jusque-là, je leur dis au revoir. Donc la colère a été bénéfique pour moi. Et même la peur, plein de fois, elle est bénéfique aussi. Parce qu'on va s'élancer sur un truc, tout d'un coup on a peur, il y a une voiture qui passe à toute vitesse, n'hésitez pas. Le sommeil va nous aider. Ouais. Ça va être les Tu es derniers. capable de passer tout un tas d'émotions, d'affronter tout un tas d'émotions. À partir du moment où tout ce que tu vis simplement comme une expérience, pas comme quelque chose de capital. Tranquille. C'est une Le maître expérience mot, c'est tranquille.